Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette première table ronde, du coup organisée par le pôle allocation de bienprévoir.fr. Euh, on va aborder aujourd'hui un sujet qui fait, on va dire, son grand retour dans l'actualité financière depuis maintenant de nombreux mois, à savoir les obligations. Après une longue période de taux historiquement bas, on a assisté à un retour en force du marché obligataire avec un regain d'intérêt pour cette classe d'actifs et une place de plus en plus prépondérante finalement dans les allocations. Et donc aujourd'hui, on va répondre à cette fameuse question, que peut-on attendre réellement des fonds obligataires dans le contexte actuel? Et donc l'objectif pour vous, avec cette table ronde, c'est d'y voir un petit peu plus clair et de vous aider à mieux comprendre cette classe d'actifs qui est parfois un peu moins connues que les actions qui font la grosse actualité ces derniers jours. Et donc l'idée, effectivement, est avec l'appui de spécialistes du marché obligataire qui sont avec nous aujourd'hui, c'est d'aborder cette thématique et donc ces différents points en détail à l'occasion donc de ce webinaire. On a la chance d'avoir avec nous trois de nos partenaires, trois sociétés de gestion. Euh, Vincent David qui représente Carmignac, Nolwenn Leroux qui représente DNCA et Stanislas de Bayancourt qui représente Sycomore. On va avoir l'occasion de rentrer un peu plus dans le détail et ils auront l'occasion de se présenter également dans les prochains instants. On va plus pendant quelques instants revenir sur le rôle du pôle allocation que vous connaissez déjà peut-être, on a déjà peut-être eu l'occasion d'échanger. On fait le lien principalement entre donc les sociétés de gestion et les conseillers de bienprévoir.fr Prime Alliance. Aujourd'hui, on a un rôle de sélection de fonds et de construction de portefeuille pour la gestion de vos contrats d'assurance vie, contrats de capitalisation et PEA notamment. Et notre objectif est de vous accompagner au quotidien pour la gestion donc de vos allocations. Et donc aujourd'hui, on va faire ce focus sur les obligations qui sont revenues, comme je le disais tout à l'heure, en force dans nos allocations depuis de quelques mois maintenant. Et on va aussi se pencher très rapidement sur le contexte de ces derniers jours qui a beaucoup bougé, qui fait beaucoup parler et qui impacte les actions, mais également l'ensemble des classes actives du marché, dont les obligations. Donc on va avoir l'occasion d'y revenir. On, on abordera donc ce contexte très particulier que l'on vit depuis plusieurs jours. On verra ensuite comment investir sur cette classe d'actifs, comme je disais, parfois un petit peu méconnue. Est-ce qu'on va sur des fonds datés? Est-ce qu'on va sur des fonds ouverts? On y reviendra plus en détail. Et puis on verra avec des exemples concrets de fonds que nous mettrons en avant nos partenaires pour vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Et puis on se gardera un temps d'une quinzaine, une vingtaine de minutes à la fin pour répondre à toutes vos questions. Donc comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas, vous avez le petit chat en haut à droite. Vous pouvez poser vos questions et on essaiera d'y répondre au maximum durant ce laps de temps à la fin de cette présentation. Mais on va commencer sans plus attendre par la présentation de nos partenaires. On va prendre 2 petites minutes pour les présenter. On va commencer par Vincent qui représente Carmignac et puis on enchaînera avec Nolwenn et puis on finira par Stanislas pour la présentation de société. En 2 minutes, si possible, pour être assez bref et Ouais, assez concis. ouais, bonjour, bonjour à tous. Alors moi je me présente déjà, donc Vincent David, donc je suis responsable de l'équipe des spécialistes produits obligataires chez Carmignac, et ceci déjà depuis 8 ans déjà, et avant j'étais chez AXA IM. Donc rapidement pour présenter Carmignac, donc en fait Carmignac c'est une des principales sociétés de gestion d'actifs indépendantes, hein, je précise bien en Europe, et une des plus importantes en France, enfin aussi par taille d'actifs, fondée en 1989 par Édouard Carmignac. Et donc en fait, la société reste entièrement détenue par son fondateur, sa famille et ses employés, bon, qui instille en fait un fort sentiment, on va dire, d'appartenance et de responsabilité au sein de la société. Donc Carmignac gère aujourd'hui 34 milliards à travers donc des fonds diversifiés, donc le plus connu étant Carmignac Patrimoine, bien entendu, actions, obligataires qui fait l'objet de la table ronde, alternative, mais aussi donc le petit dernier qu'on a, enfin la dernière expertise qu'on a rentrée récemment, c'est le private equity, donc chez Carmignac. Et donc toutes ces stratégies sont gérées finalement avec un peu la même ADN philosophie, on va dire, cher à notre fondateur et qui a fait un peu la renommée de Carmignac, c'est-à-dire
une philosophie qui peut être caractérisée d'actif, enfin flexible, réactif en quelque sorte sur les marchés, de conviction globale aussi. Hein. On a des univers qui sont très globaux et donc par définition une gestion, on va dire non benchmarkée. Donc, comme je disais, donc Carmignac est plutôt connu pour son fonds étendard, donc Carmignac Patrimoine, mais on gère de l'obligataire depuis 1989, hein, avec notamment la poche obligataire bien sûr, de Patrimoine. Mais aussi, on a Carmignac Sécurité, qui est un fonds qui fait 8 milliards. Et fort de ce succès, en fait, finalement, on a progressivement développé notre gamme obligataire, avec tout d'abord le renforcement, bien sûr, de nos équipes de gestion il y a une dizaine d'années. Donc aujourd'hui, pour vous dire, donc sur les 34 milliards qu'on gère, à peu près 60%, c'est de l'obligataire, donc soit 21 milliards. Et notamment, ce succès s'explique notamment par notre expertise sur le crédit d'entreprise et notamment le développement d'une gamme spécifique donc sur le crédit avec un fonds ouvert, mais aussi toute une gamme de fonds à maturité. On évoquera donc cette gamme un peu plus tard dans la table ronde avec un certain succès, car aujourd'hui, on gère à peu près 3,5 milliards, notamment sur cette gamme de fonds à maturité qu'on a lancé en 2020. Voilà. Parfait, merci Vincent. On va à présent passer avec Nolwenn sur la partie d'NCA du coup. Bonjour à tous, donc je m'appelle Nolwenn Leroux et je suis gérante crédit. Je suis chez DNCA depuis maintenant septembre 2020 et j'interviens notamment sur le fonds crédit de conviction, DNCA Invest Crédit de conviction, qu'on détaillera plus en détail tout à l'heure. Donc pour décrire DNCA, alors DNCA fait partie du groupe Natixis, elle bénéficie notamment de sa force commerciale à l'étranger, mais c'est au départ une société qui a été créée dans les années 2000 et qui fête aujourd'hui en fait ses 25 ans d'existence. C'est une société qui a connu une croissance de ses encours donc progressive sur toutes ces 25 années et elle gère aujourd'hui un petit peu plus de 40 milliards. Donc les 40 milliards viennent d'être franchis récemment. Et dans sa gamme, on a donc 11 fonds aujourd'hui qui sont milliardaires. Alors, cette croissance des encours, elle s'est faite essentiellement par la gestion. Vous voyez que les fonds ont grossi. On a toujours une attention particulière sur le rôle des gérants. On a presque la moitié de nos effectifs qui sont des gérants aujourd'hui. Et puis, en termes de gamme, alors c'était une maison qui était historiquement très action, mais qui a su se développer aussi dans le temps en intégrant l'ISR il y a quelques années et puis l'obligataire aussi. L'obligataire aujourd'hui, c'est un peu plus de 40% des actifs sous gestion, avec des fonds comme DNCA Invest Alpha Bonds, qui est, je pense, assez connu, et puis DNCA Crédit de Conviction, qui est donc le dernier fonds qui vient de franchir le milliard. Pour décrire peut-être rapidement le style de gestion donc de DNCA, je dirais deux mots. Le premier, ce serait conviction et le deuxième, ce serait prudence. Conviction parce que les équipes de gestion peuvent mettre en place dans leur stratégie leurs réelles convictions de manière indépendante les uns des autres. Et puis prudence parce que c'est vrai que quand on regarde la performance des fonds, on a vraiment cette attention particulière sur le couple rendement-risque. C'est-à-dire que la volatilité, elle va être relativement plus limitée pour une performance donnée. Donc c'est cette tradition de prudence et de patrimoine qui caractérise toujours DNCA aujourd'hui. Parfait, merci Nolwenn. Et puis bon, on va finir par Stanislas qui a disparu, qui va revenir tout de suite, je pense, mais qui avait disparu. Est-ce que si tu m'entends, je vais commencer. Bonjour à tous, je m'appelle On vous Stanislas entend, de merci. Bayancourt. C'est déjà ça. Je m'appelle Stanislas de Bayancourt. J'ai rejoint Sycomore il y a une quinzaine d'années pour lancer l'activité de gestion multi-asset et également la partie crédit qui s'est beaucoup développée depuis. Sycomore, c'est une société de gestion entrepreneuriale. Donc pour nous, c'est très important d'offrir des produits performants qui s'adaptent aussi dans le temps. C'est-à-dire qu'on a des produits historiques comme nos fonds d'allocation d'actifs ou nos fonds obligataires type sélection crédit qui ont plus de 15 ans de track, mais également des produits qui permettent de profiter d'opportunités de marché. Je pense qu'on en parlera tous aujourd'hui, des fonds datés qui, quand on a des conditions de marché plus favorables, ce qui est le cas depuis maintenant 2 ans, permettent de profiter de ces situations en offrant des couples rendement risque tout à fait attractifs. On gère maintenant plus de 3 milliards sur ces activités-là, qui n'existaient pas il y a encore une dizaine d'années. Donc ça s'est rapidement développé et on veille à poursuivre leur développement.
à la fois sur des fonds crédits non datés, qui sont des fonds permanents, et des produits datés qui sont une alternative qui permettent de manière assez simple, claire et lisible de bénéficier d'opportunités de marché, avec aussi une transparence et une simplicité qu'on ne retrouve pas forcément dans les produits structurés et qui permettent de se positionner en comprenant bien les marchés sur lesquels nous investissons. Voilà, de manière brève, pour la société Parfait. Sycomore. Parfait, merci Stanislas. Et on va rentrer tout de suite du coup dans le vif du sujet avec des questions qui reviennent régulièrement là ces dernières heures ou ces derniers jours avec les annonces qui ont été faites par Trump la semaine dernière sur les droits de douane et qui a occasionné beaucoup de mouvements sur les marchés au sens large, hein, marché actions, marché de taux, marché même des devises. Donc il y a eu beaucoup de mouvements. Je vais laisser Nolwenn commencer, si vous voulez bien messieurs. Je vais laisser Nolwenn commencer sur dans quel contexte de taux on évolue depuis quelques jours, quels ont été les mouvements et qu'est-ce qu'il est important de noter au cours de ces derniers jours suite aux annonces notamment de Trump. Alors le contexte de taux, effectivement, donc suite aux annonces du 2 avril où les tarifs douaniers se sont avérés plus élevés qu'attendus, ont concerné plus de produits qu'attendus et plus de pays qu'attendus. Donc ça a été un peu un choc pour les marchés. Et en fait, la réaction sur la partie taux d'intérêt, ça a été une baisse des taux globalement. Pourquoi? Parce que si on a ces tarifs douaniers, ce qu'on va anticiper, c'est que on va avoir, en fait, ça apporte un énorme risque de récession. C'est ça qu'ont mis en avant les marchés, et donc on a eu effectivement une baisse des taux qui correspondait à cet effet-là. Ce que je peux peut-être compléter sur le marché du crédit, donc c'est-à-dire les obligations d'entreprise, c'est que on a aussi eu un mouvement assez important. Le marché du crédit, c'est un marché qui est plutôt résilient depuis le début de l'année par rapport à la volatilité qu'on a vue sur les taux d'intérêt ou sur les actions. Mais quand même, il a commencé à vaciller. Alors pas forcément le premier jour où il a été plutôt résistant, mais les jours suivants, avec avec en fait ce qu'on appelle un phénomène de décompression, c'est-à-dire que plus les ratings étaient faibles, plus le mouvement a été important. Donc ça veut dire que le high yield a sous-performé l'investment grade. Pourquoi? Parce que le high yield, historiquement, c'est beaucoup plus corrélé à ces histoires de croissance et de récession. Donc la récession a davantage impacté le high yield. L'investment grade a bénéficié un petit peu de cette baisse des taux, en fait, qui a un petit peu amorti la chute, même si on a quand même constaté globalement un écartement des spreads. Donc, pour vous donner une idée, donc à hier, parce que du coup, faut parler en jours, donc sur le mois d'avril et en finissant à hier, donc c'était le plus difficile. On a l'investment grade qui fait moins 0,5 en Europe, donc c'est-à-dire qu'il a mieux performé que le high yield, comme je vous disais. Par contre, on a l'Europe qui a mieux performé que les États-Unis. Alors ensuite, on est aujourd'hui en train de remonter un petit peu. Le marché va mieux et espère que les négociations vont aboutir à quelque chose de plus sympathique pour les marchés et l'économie. Mais il y a encore beaucoup de questions auxquelles on n'a pas tout à fait répondu et beaucoup d'incertitudes. Merci Nolwenn pour cette introduction. Je vais laisser Stanislas continuer si vous avez des choses à ajouter sur le sujet de Stanislas, puis on finira par Vincent Non, sur le mais je sujet. pense que Nolwenn a bien décrit le contexte. Ce qui est un peu différent, par exemple, par rapport à la crise du Covid, c'est qu'aujourd'hui, la crise du Covid, le monde s'est arrêté, c'était nouveau. Les prix des actifs ont tous chuté et les banques centrales sont rapidement venues aider. Et puis on a chacun essayé de faire des modèles en se disant si ça s'arrête 2 mois, 3 mois, 4 mois, qu'est-ce qui se passe, etc. Là, la difficulté, c'est qu'en fait, ça se passe dans la tête d'un homme entouré d'une petite équipe de conseillers. Et on ne sait pas si, dans le fond, il veut vraiment réindustrialiser les économies des États-Unis, si c'est son but ultime, tel qu'il l'a promis à ses électeurs, ou si simplement il a envie de ce qu'on appelle le narratif, c'est-à-dire raconter une histoire en disant dans 2 semaines, j'ai fait des super deals avec plein de gens et du coup, circulez, maintenant on passe à autre chose. Et donc c'est pour ça qu'on a eu un ajustement très fort à la baisse des marchés, en particulier les actions. Et en particulier les actions américaines d'ailleurs, ce qui est un peu une première. Au cours des dernières années, souvent les actions européennes souffraient davantage. Là, on voit qu'il y a une forme de rééquilibrage aussi, avec plus de résilience en Europe, le plan d'investissement allemand aussi, qui est un élément positif. Et face à ça, on a des obligations qui ont certes baissé, mais plutôt bien tenues. Moi, je dirais,
quels enseignements on en tire et comment on peut se projeter dans l'avenir. Parce qu'on ne sait pas vraiment comment va réagir Donald Trump dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. La première chose, c'est que ça va plutôt amener à un ralentissement mondial et donc ça va amener toutes les banques centrales à baisser davantage leur taux d'intérêt. Donc si on se parlait il y a un an, on avait à l'époque des taux monétaires à 4%, donc vous déposez l'argent à la banque, vous faites un petit certificat de dépôt, des choses comme ça. Aujourd'hui, on est à 2,5, dans quelques semaines, on sera à 2,25 en euros. C'est de nature à pousser la Banque centrale européenne à baisser davantage ses taux d'intérêt, probablement vers 2%, peut-être même en dessous de ça, à cause du ralentissement économique que la politique de Trump va provoquer. Peut-être même 1,75% d'ici 3 à 4 mois. Face à ça, les obligations, il y a eu deux choses. D'abord, on a plutôt eu un peu de hausse des taux longs au cours des derniers mois, notamment en prévision du financement du plan allemand. Et deuxième chose qu'a décrit Nolwenn, depuis une semaine dans ce bazar, on a eu un écartement de ce qu'on appelle les spreads de crédit. Donc la prime de risque qu'on vous donne, qu'on vous paye pour vous rémunérer contre le risque de défaut. Et le cumul des deux fait aujourd'hui une addition assez attractive, puisqu'on a des taux d'intérêt déjà à 7 ans beaucoup plus hauts que les taux à 2 ans ou même des taux monétaires, ce qui n'était pas le cas il y a un an. Donc ça, c'est très important pour l'investisseur monétaire. Et deuxième point, vous êtes davantage rémunéré pour le risque de crédit, même beaucoup plus en une semaine. Donc, quand on voit ça, on dit, on ne sait pas ce qui va se passer avec Donald Trump. On essaye d'investir dans les entreprises, en particulier sur les obligations européennes, dans le cadre des fonds qu'on parle aujourd'hui, qui sont relativement immunes au risque de droits de douane, certaines complètement, d'autres vont être légèrement touchées, on a quelques exportateurs. Mais néanmoins, on estime que le surplus de rémunération qu'on retrouve depuis quelques jours redevient attractif. Alors après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça va aller plus loin? Bah oui, tout est possible. Il y a une semaine, on n'aurait pas forcément prévu une telle dégradation sur les marchés avec des droits de douane aussi forts. Ça peut peut-être se calmer, mais comme ça peut empirer. Mais l'avantage et la beauté aujourd'hui des marchés obligataires, c'est qu'elles offrent un niveau de rendement, de portage, ce qu'on appelle aussi le carry en anglais, qui est tout à fait suffisant pour encaisser même un risque supplémentaire dans les semaines, dans les mois à venir, avec une solidité en Europe des entreprises qui a quand même été retrouvée au cours des dernières années, et aussi ce plan allemand de relance qui va leur offrir un petit surplus de croissance chaque année pour les 7 à 8 prochaines années. Donc un cadre global beaucoup plus porteur et beaucoup plus protecteur, en tout cas, que ce qu'on avait par le passé. Très bien, très clair là-dessus, Stanislas, merci. Et du coup, ça anticipe un petit peu le sujet après. Je vais laisser Vincent du coup se prononcer sur le sujet, mais quel est du coup chez Carmignac le scénario central qu'on peut anticiper sur notamment l'évolution des taux qu'on pourrait avoir au cours de l'année 2025, puisque là on a effectivement un Donald Trump qui pousse peut-être pour une baisse des taux sur les marchés américains indirectement au niveau mondial. Et du coup, quel est le ressenti chez Carmignac et votre vision de marché? Ouais, tout à fait. Enfin bon, là, beaucoup de choses ont été déjà dites, hein, en effet, mais et il est vrai qu'en fait, bon, c'est vrai qu'on se disait en introduction, hein, le timing de votre table ronde est particulièrement bien choisi en fait, et c'est vrai que on est particulièrement dépendant de la Maison Blanche en tout cas, et c'est vrai que la boussole aujourd'hui, on va dire, d'investissement a du mal à trouver le nord, hein, avec les décisions de Donald Trump. Mais bon, globalement, nous, ce qu'on voit, alors chez Carmignac, alors sans utiliser forcément des termes trop techniques, mais on va voir, on va dire, si vous voulez, la continuation, on va dire, de la tendance qui avait déjà prévalu depuis quelques mois, c'est-à-dire de la repentification des courbes de taux. Alors, je sais que ça peut être un peu agressif comme terme, mais c'est-à-dire qu'on devrait, en fait, c'est vrai que post 2022, les courbes s'étaient fortement inversées, pensant justement que la hausse des taux pour contrecarrer l'inflation galopante allait justement amener les grandes économies en récession. Donc pendant pas mal de temps, on a eu des taux inversés, donc voire plates pendant un moment, et maintenant les courbes se sont un peu repentifiées. Donc on pense justement chez Carmignac que cette tendance devrait continuer. En fait, en Europe, si vous voulez, si on fait par zone géographique, si on prend par exemple en Europe, en fait, ce que disait un peu Stanislas, c'est qu'on pense que la direction quand même nous semble assez claire. Enfin, si tu veux, la Banque centrale européenne devrait continuer à baisser ses taux afin de répondre, enfin notamment, bah, voilà, à la guerre tarifaire lancée par Donald Trump, et surtout aussi, ce qu'on voit, c'est que malgré tout ça, enfin et aussi malgré peut-être, on verra un peu l'impact du plan allemand, mais qui devrait se voir peut-être juste 2026-2027, l'inflation revient quand même
progressivement à sa cible. Donc là, de ce côté-là, la Banque centrale européenne devrait continuer à baisser ses taux. En revanche, en effet, ce que je disais, c'est que la relance du plan allemand, avec pas mal de, enfin beaucoup de dépenses budgétaires, parce qu'ils ont cassé un peu ce frein, ce frein d'endettement, devrait peser sur les taux longs, mais ce serait forcément peut-être dans un second temps. Donc voilà, donc des taux courts bien ancrés et des taux longs à la hausse qui justement mèneraient à cette repentification des courbes. En revanche, la situation pourrait être un peu plus complexe pour les États-Unis et pour la Fed notamment. En effet, ce qu'on pense, c'est que la Fed est un peu coincée entre, on va dire, le marteau, c'est-à-dire qu'une inflation plus élevée à court terme, ce qui est, enfin, je pense que tout le monde a accepté le fait que la guerre tarifaire, enfin, en tout cas l'implémentation de tarifs est inflationniste, en tout cas du moins à court terme, et un marché et de l'emploi toujours robuste et l'enclume. Donc ça, c'est la croissance plus faible aussi, enfin qu'on a accepté que justement l'impact des tarifs devrait être négatif pour la croissance, en tout cas encore une fois à court terme, donc à cause des tarifs. Et ça devrait en fait, on a vu les tweets de Donald Trump urgent, Jérôme Powell, donc le président de la Fed, a baissé ses taux, mais enfin justement Jérôme Powell a répondu que peut-être que bon voilà le niveau de taux actuellement était déjà suffisant et qu'il devrait, enfin, voilà, qu'il devrait maintenir, on va dire, sa position de, on va dire, d'attente et qu'il ne pourrait pas justement faire, on va dire, des baisses de taux justement pour accompagner la baisse de la croissance. Donc voilà, ce serait un peu notre vision aujourd'hui chez Carmignac, en tout cas sur la direction. Enfin là, j'ai couvert plutôt le côté banque centrale, notre vision actuellement. Très clair, merci Vincent. Nolwenn, est-ce que vous souhaitez sur le sujet donner un petit peu plus de détails peut-être sur la partie crédit, en tout cas la partie entreprise, la vision qu'on peut avoir sur les marchés entre investment grade, high yield par exemple, sur le marché? Oui, alors c'est vrai que la table ronde a lieu à un bon moment, mais c'est aussi un moment très difficile parce que je pense que la seule chose dont on est sûr aujourd'hui, c'est qu'on va garder de la volatilité et qu'on va avoir un marché qui va réagir aux nouvelles de façon intense. On les a évoqués, mais c'est vrai, on ne sait pas si, dans quelle mesure Donald Trump va maintenir ses taux et combien de temps. On ne sait pas trop l'impact que ça aura sur l'inflation. On hésite aussi sur le retour des négociations avec les pays. On hésite l'impact sur la croissance et son timing. Ça fait beaucoup d'inconnus quand même qui font que on risque d'avoir un marché qui va tenter d'aller dans un sens, puis peut-être dans l'autre le lendemain. Enfin, en tout cas, ça va rester, je pense, assez complexe et assez volatile. Donc, dans ce contexte-là, sur le crédit, c'est vrai que la bonne nouvelle, comme les marchés ont corrigé, on a quand même un rendement qui est plus important. Donc, ce fameux portage, on aime bien nous l'appeler la dernière ligne de défense, mais c'est vrai que c'est un gros contributeur à la performance et un gros coussin en cas d'à-coup des marchés financiers. Après, j'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que si aujourd'hui on pense que la récession va arriver, ben on est plus confortable sur l'investment grade que sur le high yield, qui est lui davantage sensible, à l'instar des actions, à ce contexte économique. Et après, dans un autre temps, bah, c'est vrai que ces tarifs douaniers, ils vont impacter plus les secteurs qui exportent en Europe. Et donc, on l'a déjà vu, c'est-à-dire que le secteur automobile a beaucoup plus corrigé, par exemple, que d'autres secteurs défensifs, beaucoup plus fermés sur l'Europe, notamment. Après, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas jouer l'automobile aujourd'hui? Bah, c'est là où la volatilité est compliquée, parce que les niveaux d'entrée sont beaucoup plus intéressants. Et si on arrive à des négociations et des évolutions, voilà, donc les choses sont assez compliquées. Parfait, merci Noël pour ces éléments. On va du coup tout de suite se demander comment on peut investir du coup sur la classe d'actifs obligataires. Je vais laisser Stanislas commencer sur cette partie-là. Depuis un petit moment, en tout cas, ou depuis le retour, on va dire, en grâce de l'obligataire dans les portefeuilles, on oppose souvent, et peut-être à tort, fonds datés, fonds ouverts. Fonds datés, on a une maturité qui est figée, on sait en quelque sorte ce qu'on va acheter avec une maturité qui est définie, un rendement que l'on connaît à l'avance, on se donne de la visibilité. Et puis de l'autre côté, les fonds ouverts qui, eux, n'ont pas de durée de vie spécifique, qui sont gérés en continu avec un gérant qui achète, qui vend en fonction des opportunités de marché. Nous, on pense que les deux, effectivement, sont complémentaires et sont à associer dans les portefeuilles. On l'a évoqué tout à l'heure, je crois que c'est Nolwenn qui l'a évoqué, où les spreads de crédit sont à nouveau écartés. Donc,
ça redonne un petit peu de jeu, entre guillemets, excuse-moi du terme, sur les fonds datés, puisqu'on profite d'un point d'entrée qui est presque meilleur aujourd'hui qu'il y a quelques jours. Et du coup, Stanislas, comment aujourd'hui, du point de vue Sycomore, est-ce qu'on va plutôt côté fonds daté, côté fonds ouvert? Comment on voit les choses du côté de Sycomore aujourd'hui? Alors, je pense qu'il faut avoir une bonne représentation déjà de ce qu'on trouve sur le marché obligataire. Donc, si on parle par exemple de l'Europe, donc des obligations libellées en euros, vous allez commencer avec les obligations d'État, commençant par l'Allemagne pour la meilleure qualité, puis après vous allez descendre l'Espagne, la France, l'Italie, etc. Ensuite, vous avez, on en a parlé, l'investment grade. Ce sont des entreprises, des grandes entreprises de très bonne qualité, notées typiquement entre A et triple B. Donc ça va être des choses comme L'Oréal, qu'on va retrouver les banques, les assureurs, ces grands groupes-là. C'est très solide. Ça offre une petite prime par rapport au taux sans risque, entre 50 et 70 points de base, donc entre 0,5% et 0,8% en moyenne. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le high yield. Donc là, c'est des entreprises un petit peu plus cycliques, ou pas cycliques, mais plus endettées. C'est-à-dire qu'on a dit, bah, celle-là, elle est très régulière dans son activité, donc on va mettre beaucoup de dettes dessus, avec des notations qui vont de double B, en dessous il y a simple B, puis triple C pour là vraiment les plus risqués. Mais dedans, vous pouvez trouver des grandes sociétés. Par exemple, Renault est notée double B+, elle est très rentable, elle n'a quasiment pas de dette aujourd'hui, mais elle est dans un secteur très, très cyclique. Après, c'est une fois qu'on a, ça c'est le terrain de jeu. Ensuite, il y a comment on investit, donc sont les produits. Alors déjà, il y a une excellente nouvelle, c'est que sur le marché obligataire, les gérants actifs apportent énormément de valeur et battent, je dirais pas facilement, parce que rien n'est facile, mais battent largement la gestion passive, ce qui est plus compliqué sur la partie action. Ensuite, la différence entre les fonds datés et les fonds non datés, c'est-à-dire classiques, c'est que le fonds daté se fixe un objectif de famille d'obligations autour d'une date. Donc, par exemple, là, nous, on a fait un produit qui s'appelle Sigoïl 2026, puis un deuxième qui s'appelle Sigoïl 2030. Donc, on achète typiquement dans ce produit-là des obligations qui vont de 2029 à 2031, ce qui donne une certaine visibilité. C'est-à-dire que le client qui investit aujourd'hui, en fonction de l'état du marché, donc, par exemple, avec un rendement plutôt attractif en ce moment, il sait que s'il continue à porter son fonds pendant 5 ans, si le fonds est bien géré et qu'on n'a pas de problème sur les entreprises sous-jacentes, c'est-à-dire que nous, les gérants, nous choisissons des supports, des bonnes entreprises, il va avoir un rendement, une performance en ligne avec le rendement initial quand il a investi. Donc, ça donne une certaine clarté sur ce qu'on peut attendre du fonds et sur la performance qu'on peut obtenir dans la durée. Et ça, amené avec une composition des entreprises bien choisies, ça fait des produits assez clairs, simples à comprendre et, in fine, assez performants, ce qui est assez rare en finance, parce qu'on a vite fait d'amener beaucoup de complexité dans les choses. Donc, nous, on pense qu'il y a, de ce point de vue-là, les fonds datés sont d'excellents produits. Après, pour d'autres investisseurs plus institutionnels ou qui ont des benchmarks, eux vont préférer avoir des fonds dont la maturité est ce qu'on appelle roulante. Donc, en fait, chaque année, on va essayer d'avoir une maturité moyenne entre 4 et 6 ans. Parce que eux cherchent à battre des benchmarks, donc des indices de marché, qui ont ces contraintes-là. Ça, on sait le faire aussi, comme mes petits camarades de DNCA ou de Carmignac, et on a aussi ces produits-là. En fait, une fois que vous avez l'expertise d'investissement obligataire, c'est très facile de composer les deux typologies de produits. L'avantage aussi du fonds daté, nous on l'a vu au cours des crises passées avec nos clients, c'est que si demain Donald Trump repart et remet 30% de plus pendant quelques semaines, ce qui fait perdre encore 15 à 20% au marché action, et mettons 2 ou 3 ou 4% au marché de crédit. Dans votre fonds daté, vous avez, alors la VL va baisser, hein, ça il faut être tout à fait transparent là-dessus. En revanche, vous allez voir votre rendement à maturité de manière mécanique augmenter. Et donc, il y a aussi quelque chose, c'est que ce qui compte, c'est pas d'un point de départ à un point d'arrivée, c'est comment on y va, c'est le chemin. Et on a vu trop souvent, notamment dans les fonds plus risqués, les fonds actions, aux premières crises, les clients ressortir des fonds. L'avantage du fonds daté, c'est que vous avez cette transparence, cette visibilité sur le rendement qui font que même dans les périodes de crise, finalement, vous savez où vous en êtes et ça vous permet de rester investi. Et nous, ce qu'on a vu historiquement, c'est que la performance qui compte, c'est pas la performance du fonds, c'est la performance obtenue par les clients. Elle est très bonne dans les fonds datés parce qu'on a très peu de rachats, c'est-à-dire de sortie des clients dans les périodes de volatilité parce qu'ils comprennent bien les produits. Ils voient de manière très transparente qu'ils vont récupérer dans les baisses par le rendement la baisse qui a été faite. Et donc, ça en fait des produits avec une utilisation qui fonctionne assez bien et qui offre, in fine, une vraie performance pour le client final et pas seulement une progression de la valeur liquidative. Parfois, ce sont deux choses un peu différentes.
C'est clair. Merci Stanislas. Donc plutôt fond daté du côté de Sycomore. On verra notamment Sycomore 2030 juste après un peu plus en détail, je pense. Je vais laisser Vincent poursuivre en même question. Fond daté, fond ouvert. Comment on voit les choses chez Carmignac aujourd'hui? Non, enfin, après, voilà, je pense que Stanislas a dit beaucoup de choses hein, et a bien décrit les deux fonds. Enfin, c'est vrai que c'est un choix très compliqué, enfin, sachant que nous, chez Carmignac, on a les deux. Enfin, c'est comme si je choisissais entre mon fils et ma fille, mais en fait, les deux représentent, on va dire, des arguments très intéressants dans ce contexte qui est particulièrement incertain et volatile. En fait, c'est vrai que le fonds maturité, c'est vrai que ce que dit, c'est qu'elle permet de verrouiller un rendement intéressant jusqu'à la maturité du produit et d'autant plus intéressant, on va dire, après la correction qu'on a pu voir, même si c'est vrai qu'en fait, finalement, les rendements ont un peu augmenté, mais c'est vrai que pas tant que ça hein, en soi, hein, parce que c'est vrai que ça a été compensé par la baisse des taux. Mais bon, on a quand même des rendements un peu plus intéressants qu'il y a encore enfin, il y a une semaine par exemple. Et l'idée aussi, c'est de ne pas s'attarder sur les mouvements de marché. C'est vrai que ce qu'on aime bien dire en général, c'est vrai que en effet, sur l'obligataire, hein, sur le crédit en règle générale, on rentre sur un sentiment de marché, enfin, si on compare par rapport aux actions, et on ressort sur un contrat. Donc, ce qui nous permet, voilà, sur un horizon d'investissement un peu relativement long, hein, entre 3 et 5 ans globalement, d'avoir raison contre le marché, par exemple, et de faire fi, on va dire, de la volatilité. Alors que c'est vrai que sur les actions, bah, on rentre sur un sentiment et on sort sur un sentiment. Donc, c'est vrai que là-dessus, la classe d'actifs crédit sied bien notamment au fonds de maturité et nous permet justement d'avoir une certaine visibilité. Après, un fonds ouvert flexible, lui pourra, en tout cas, c'est vrai que plus qu'en tout cas qu'un fonds à maturité, tirer parti de la volatilité qu'on peut avoir actuellement, notamment en se protégeant hein, dans des phases de baisse. Hein, notamment, on utilise des produits dérivés, par exemple, sur le crédit pour baisser un peu notre exposition, notamment au marché, voir le marché, la partie la plus risquée du marché. Et puis, éventuellement, une fois que l'orage est passé, se réexposer et justement bénéficier pleinement des phases, enfin des rallyes, on va dire entre guillemets, des phases de hausse de marché. Donc globalement, enfin si on doit faire un choix, c'est vrai que peut-être qu'il y a 2 ans, peut-être en 2023, on va dire, j'aurais enfin sans trop hésiter, fonds à maturité, parce que c'est vrai que les spreads encore étaient, enfin les écarts de rendement, hein, la prime de risque hein, par rapport au taux sans risque du crédit était particulièrement intéressant. Et justement, là, bon, et l'inflation commençait un peu à diminuer, etc. Donc peut-être, et des rendements, on pouvait loquer des rendements assez attractifs, donc de dire, fois à maturité, très très intéressant dans ce contexte-là. Aujourd'hui, compte tenu de la volatilité, c'est vrai que peut-être qu'un fonds ouvert, flexible, hein, je dis bien flexible, ouvert, crédit, a du sens et en tout cas plus qu'il y a, je trouve, il y a 2-3 ans. Donc voilà. Mais pour revenir un peu à ce que vous disiez en introduction, je pense que le mieux, c'est d'avoir une stratégie complémentaire entre les deux, donc faire un peu de fonds maturité et un fonds crédit flexible. Je pense que c'est la meilleure solution dans ce contexte-là. Merci Vincent pour ces éléments. Ça me permet de faire la transition vers Nolwenn. Du coup, on parle de fonds flexibles. Euh, on a chez DNCA le Invest Alpha Bonds qui est un fonds qu'on utilise beaucoup en fonds de portefeuille de notre côté et qui effectivement a cette liberté qu'on- qu'on aime bien de notre côté. Quelle est la vision chez DNCA aujourd'hui sur les différents, on va dire, sous-segments qu'on peut retrouver dans la classe obligataire? Parce que on parle beaucoup de crédit effectivement, mais les obligations souveraines, le crédit, on a aussi beaucoup parlé des subordonnées financières qu'on a pu qu'on retrouve dans certains fonds. On va avoir la partie émergente également qui a tendance à pas mal revenir ces derniers temps. Quelle est la vision à ce niveau-là chez DNCA des entre guillemets des sous-segments qu'on peut avoir sur l'obligataire? Alors sur les sous-segments, effectivement, on a donc on a deux choses. Parce que tu évoquais le fonds DNCA Invest Alpha Bonds qui va être plutôt sur les taux gouvernementaux et puis tout ce qui est devises. Donc là, on a eu tendance à plutôt équilibrer effectivement le portefeuille parce qu'on considère qu'il y a quand même différentes sources de performance potentielles. On a dans cet outil-là un modèle de valorisation qui essaie d'estimer un petit peu la prime de risque qui s'appelle le RATP. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on sent quand même que sur l'obligataire, on a retrouvé un petit peu de la valeur et c'est ce qui explique aussi ce positionnement un petit peu plus équilibré. Et puis après, on a la partie crédit. Donc là, c'est plutôt sur le fonds qui s'appelle DNCA Invest Crédit Conviction. C'est pour le coup une approche total return, c'est-à-dire que on va être exposé sur le crédit
on va bénéficier donc de cette force essentielle du crédit qui est le portage. C'est ce que vous voyez ici. Donc là, il y a différents véhicules là sur le slide avec la façon de jouer le marché du crédit avec des fonds plutôt long only. Et ce que nous, on essaye de mettre en avant avec la gestion Total Return, c'est plusieurs moteurs de performance. D'abord, le rendement, comme l'a très bien expliqué Stanislas et Vincent, le rendement, ça fait partie du crédit. Vous allez le trouver dans les fonds datés, vous allez le trouver dans les fonds ouverts également. Et puis en plus, dans les fonds flexibles ou avec une gestion active, on va avoir d'autres moteurs, notamment la gestion de la duration, qui va permettre de protéger quand les taux sont en train de remonter, donc de protéger la performance, et également donc la gestion de l'exposition crédit, qui va permettre de limiter la baisse de la performance du fonds quand on a des mouvements un peu aussi compliqués qu'aujourd'hui. Et je pense que ces stratégies-là, donc Total Return, qui sont des gestions actives, vont vraiment permettre de s'adapter vite, parce qu'on parlait tout à l'heure des décisions de Trump qui peuvent varier d'un jour sur l'autre. Effectivement, pouvoir changer d'exposition assez rapidement, c'est important, tout en profitant toujours bien sûr du portage. Parfait, merci Nolwenn pour ces éléments. Je me tourne vers Stanislas. Je reviens sur les fonds datés. On a notamment chez Sycomore, et on verra avec Vincent après, on a différentes maturités finalement sur ces fonds datés, 26 et 30 pour Sycomore. Pour qui le 2026, pour qui le 2030, en quelques mots? Alors, le produit 2026, c'est un produit qui a très bien performé, qui a été lancé en septembre 2022. Des clients ont gagné presque 10% la première année en 2023, puis après ça s'est normalisé avec du 5%, etc. Il a à peu près un an encore de durée de vie, 1 an et 3 mois, donc c'est assez court. Ça va plutôt être maintenant aujourd'hui des clients qui rentrent dans ce produit, c'est de la trésorerie d'entreprise, c'est plutôt un produit pour les corporates. Et il est au-delà, il est encore à 4,20 de rendement, donc c'est encore très attractif. Le 2030, c'est vraiment du cœur de marché, c'est-à-dire que c'est un produit à 5 ans aujourd'hui. On a un rendement qui était de l'ordre de 4,8, 4,9% jusqu'à récemment. Et en fait, avec la hausse des taux et la hausse des spreads, on a retrouvé un rendement de l'ordre de 5,4, 5,5%. Pour nous, on trouve ça particulièrement attractif. On a une spécificité chez Sycomore, c'est qu'on navigue toujours entre ce qu'on appelle le crossover, donc à la fois l'investment grade et le high. Donc on touche pas aux obligations les plus risquées, donc il n'y a pas de triple C dans le portefeuille. Et on a un mix entre l'investment grade, on a des grandes entreprises comme Orange par exemple, ou la société qui exploite l'aéroport de Rome, ou des sociétés d'autoroute, et des sociétés un petit peu plus leveragées dans le WP. Et là aujourd'hui, le but c'est toujours d'avoir pour nous le meilleur couple rendement-risque entre les deux. Vous voyez là, ça passe beaucoup trop vite. Mais on a un slide avec le rendement, et vous voyez sur ce slide, je pense que c'est juste avant ce slide-là, la très forte hausse depuis quelques jours qu'on peut retrouver, qui est d'ailleurs le rendement le plus élevé qu'on ait connu depuis un an et le lancement de ce. Et en même temps, si vous regardez la performance, c'est un produit qui avait gagné quasiment 8% sur un an jusqu'à la fin du mois de mars, qui là a perdu à peu près 1% depuis le point haut ou 1,5%. Donc voilà, c'est ce qu'on retrouve de l'autre côté sur le rendement et qui nous semble particulièrement attractif aujourd'hui. Surtout, et je pense qu'il faut le rappeler, un rendement dans l'absolu, ça n'est qu'un chiffre, mais il faut le mettre dans un contexte. 5% aujourd'hui, c'est pas comme 5% il y a un an. Il y a un an, vous pouviez faire 4% avec du monétaire, ce qui fait que votre assureur, il bataillait pour récupérer vos encours. Les fonds euros étaient obligés de payer des bonus, etc. Les banques aussi sur les certificats de dépôt. Aujourd'hui, l'argent revient. Il y a beaucoup de collègues dans les assurances vie. Vous allez voir que les rendements des fonds euros vont rapidement rebaisser puisqu'il n'y a plus de course à la collecte. Le livret A est tombé assez fort puisqu'il est tombé à 2,4 au mois de janvier. Et donc, la proposition de valeur, c'est toujours, le monde est une question de relativité. Et donc, ce qu'on trouve aujourd'hui, c'est que certes, il y a un peu plus d'incertitude, mais il y en avait aussi il y a 2 ans. On ne savait pas si on allait passer l'hiver, si on aurait suffisamment de gaz, etc. Donc, finalement, c'est quand c'est un peu brouillé, quand ça paraît incertain, si ça ne rebat pas toutes les cartes et si les choses ne partent pas au tapis, c'est là qu'on retrouve souvent des situations d'investissement plus favorables. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans un monde qui est un monde à taux plus bas qu'il y a un an ou qu'il y a 2 ans, avoir retrouvé des rendements plus élevés, les fait relativement les retrouver beaucoup plus tard. Et désolé, je parle juste une minute de plus, mais on parle tous ici, tous les trois, de produits de rendement. Et c'est très important parce que c'est des produits avec des sous-jacents liquides. Très souvent, par le passé, ces produits ou cette poche de rendement dans les allocations, elle était faite avec l'immobilier.
L'immobilier, vous le savez tous, les sous-jacents, que ce soit des bureaux, des locaux commerciaux, c'est très illiquide. Et on l'a bien vu à la baisse, les prix ne sont pas ajustés tout de suite. Les obligations, les prix s'ajustent chaque jour. On l'a bien vu hier à la baisse, aujourd'hui ça rebondit un petit peu. C'est vraiment quelque chose. Et ça, c'est très important, c'est qu'on offre un rendement en face d'un actif transparent et liquide, dont le prix auquel on le négocie tous les jours et qui se reflète dans la valeur des fonds se retrouve vraiment. Donc c'est, je pense, un très bon actif de rendement, l'objectif obligataire, qui soit dans des fonds flexibles, dans des fonds datés. Et c'est un produit qui reflète sa vraie valeur intrinsèque. Et ça, je pense que c'est très important à avoir en tête. Et ça explique aussi son succès et la continuité de sa performance dans le temps. Exactement, on l'a vu effectivement depuis maintenant 2 ans et demi où ça prend effectivement le relais dans les contrats d'assurance vie de SCI, de SCPI, voire même d'une partie du fonds en euros pour effectivement aller chercher les bonus sur encours ou les bonus sur versement. Je posais la même question à Vincent puisque on a des fonds chez Carmignac qui viennent compléter finalement les maturités de chez Sycomore puisqu'on est sur 26-30 et du côté de Carmignac on a du 27, enfin on avait du 25 qui est passé en Ouais. 31 et on a du 27-29, donc on est sur des années des millésimes différents finalement. Euh, on va regarder quoi du côté de Carmignac aujourd'hui sur la partie datée? Ouais, oui, c'est ça. Enfin, vous avez dit, oui, en effet, on avait le 25 qu'on a rappelé récemment et on a relancé un 31. En fait, l'idée, c'est vraiment globalement, c'est de développer toute une gamme qui justement permet de gérer en quelque sorte les échéances de nos partenaires en fait, hein. Donc l'idée c'est quand même de tourner avec globalement trois millésimes. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on a le 2027, le 2029 et donc le 2031 que je présenterai juste après. Et l'idée c'est de faire coïncider donc les besoins de liquidité, horizon d'investissement avec la maturité des produits, par exemple achat d'un appartement, achat d'une voiture, etc. Il y a vraiment cette logique derrière. Alors pour juste vous replacer un peu les niveaux de rendement, donc le 27, donc qui a voilà, qui a encore 2 ans à courir, a un rendement autour de 4,5%, qui reste tout à fait correct. Le 29, donc voilà, qui a une maturité un peu supérieure, a un rendement aujourd'hui de 5,3%. Et enfin donc le 2031 un rendement aujourd'hui un peu au-dessus de 6%. Alors voilà, c'est que l'idée c'est vraiment de matcher vraiment la maturité. Il faut faire vraiment attention à ça parce que c'est vrai que et c'est ce qu'on avait eu. Alors finalement pour 2025 ça s'est très bien passé, mais c'est vrai que 2025 avait été lancé en 2020 et après on a eu le choc de 2022. Finalement le 2025 a voilà a fait enfin l'objectif de performance qui était qu'on avait défini initialement. Mais c'est vrai que des chocs de marché peuvent faire un peu attention. Donc c'est vraiment très important de bien faire matcher les échéances. Après, si on n'a pas aujourd'hui, si vous n'avez pas besoin, on va dire, de vos liquidités tout de suite à court terme, j'aurais tendance à conseiller, comme toujours, on va dire, les nouveaux produits qui viennent sur le marché, donc en l'occurrence donc le 2031, et notamment donc les maturités plus longues, qui permet en fait en quelque sorte de verrouiller un rendement, donc voilà, qui un rendement de marché hein, actuel, hein, qui représente un petit peu une construction de portefeuille actuelle, donc les 6% pour une période plus longue. Voilà, surtout dans une période assez incertaine. D'autant plus, alors je reviens un peu à enfin je fais référence à ce que j'ai évoqué dans une question précédente, où on va avoir, enfin en tout cas c'est notre vue, et c'est déjà le cas, des courbes plus pentues. C'est-à-dire que, et là je crois qu'aussi on l'avait évoqué dans une question, c'est que si on arrive à une guerre tarifaire assez musclée avec des réponses assez fortes en Europe, en Chine, etc. Enfin, ce qui peut arriver, on pourrait avoir des scénarios, on va dire, macroéconomiques assez négatifs et des baisses de croissance assez importantes, et donc des baisses de taux assez massives de la part des banques centrales, notamment la Banque centrale européenne. Aujourd'hui, je crois qu'on s'attend à un taux final, un taux terminal, un taux d'atterrissage de la Banque centrale européenne autour de 1,5, 1,7. Donc c'est vrai que d'ici un an, potentiellement, les taux monétaires, on va dire, ou le crédit très très court terme pourrait avoir des rendements bien inférieurs à 2%. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a de la valeur à aller dans des fonds à maturité un peu plus longs, notamment en 2031 qui va chercher des maturités voilà, autour de 2030, 2032. On peut aller un peu au-delà, hein, parce que c'est vrai que voilà, on va avoir des courbes un peu plus pentues. Donc voilà, ce serait plus notre proposition aujourd'hui chez Carmignac. Ok, bon, on va revenir de toute façon sur le 2031 juste après. Je vais laisser Nolwenn commencer par
Alors Densa nous a envoyé 2 fonds, et on parle de 2 fonds depuis le départ, Invest Alpha Bonds et le Crédit Conviction, 2 fonds qu'on utilise et qui sont, complémentaires finalement, dans leur approche. En 2 minutes, 1 minute par fonds, Nolwenn, si on devait résumer ces 2 fonds, pourquoi les choisir? Comment les intégrer dans l'allocation? Et leurs, principales caractéristiques? Oui, alors ce sont 2 fonds qui sont une gestion donc flexible et active, donc vont pouvoir en particulier s'adapter à l'environnement actuel. Donc ici, le premier fonds, ce sera le moins risqué des 2, si on peut dire, en tout cas qui a une volatilité cible plus faible. Il s'appelle donc DNCA Invest Alpha Bonds. Là aussi, on investit sur des produits particulièrement liquides et on va investir sur les taux gouvernementaux, donc les obligations d'État, et puis les devises. Euh, L'avantage de ce fonds, c'est qu'on peut avoir des positions long short, c'est-à-dire acheteuses ou vendeuses, c'est-à-dire que le taux monte ou baisse, si on a le bon positionnement, on peut générer de la performance. Donc c'est ça qui est important à avoir en tête. Celui-ci va être plutôt défensif, avec donc une volatilité qui est quand même relativement limitée, elle est inférieure à 5. Il va avoir une exposition globale et voilà, donc comme je vous le disais, donc pour vous donner un peu une idée de la performance depuis le début de l'année, on est sur du 1,30 à 50%. Donc par rapport à la correction qu'on a connue récemment sur les marchés des actions et les marchés du crédit, les indices crédit sont passés en négatif quand même depuis le début de l'année. Donc c'est quand même une performance qui reste intéressante pour un SRI en gros de 2. Donc ça, c'est le premier fonds. Le deuxième, c'est le fonds qui est plus jeune, donc chez DNCA, mais qui date quand même, c'est une stratégie qui a bientôt 10 ans. Donc ça s'appelle DNCA Invest Crédit de Conviction. Il y a le slide qui correspond aussi. Et l'idée de ce fonds-là, c'est vraiment d'avoir plusieurs moteurs de performance. Donc le premier moteur, on en parlait tout à l'heure, c'est le crédit. Donc on est constamment investi sur le marché du crédit. Par contre, on le fait via de la qualité. C'est-à-dire qu'on va acheter des obligations d'entreprise avec un rating moyen investment grade. On va limiter le high yield. On va pas du tout toucher notamment à tout ce qui est distress. On va être aussi global. On peut faire du dollar et du sterling. Et à ce moteur de performance, donc qui est le portage, on va pouvoir ajouter 2 autres moteurs. Donc le premier, ce sera la gestion de la duration entre -2 et +7, ce qui explique d'ailleurs la performance du fonds depuis le début de l'année qui est aussi à peu près de l'ordre de 1,7 grâce à ça. Et puis on a le deuxième moteur qui est le pilotage de l'exposition crédit, donc via des dérivés. L'idée étant de s'adapter rapidement aux différents contextes de marché. Je crois que j'ai tenu mes 2 minutes. Parfait, parfait, merci Nolwenn. Je vais passer à Stanislas, Psycho 30, fonds qu'on intègre effectivement en relais du 26 et qu'on utilise pour aller chercher une maturité un petit peu plus lointaine. En 2 minutes, Stanislas. Et ben, en 2 minutes, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un fonds qui vraiment est concentré sur les entreprises européennes. On voit sur la page suivante, je crois juste après, l'historique de sa performance. Donc on a à peu près 6%. Donc ça, c'est son rendement, on l'a vu tout à l'heure, qui est remonté à 5,40. Sa performance, où il a fait 5,8% de performance sur un an en intégrant la baisse des derniers jours. Et si on rentre aujourd'hui, donc à la fois depuis un an, les gens ont gagné 5,8%, ce qui était supérieur à son rendement lors de leur point d'entrée. Il y a aussi un travail assez intéressant de sélection des valeurs et des entreprises à l'intérieur. Et aujourd'hui, un rendement qui est même supérieur à celui qu'on avait il y a un an, puisqu'on est autour de 5,40, 5,50. Et juste sur la page suivante, pour vous donner quelques exemples, encore après, de ce qu'on a dedans, parce que souvent on se rend mieux compte, on a une notation moyenne BB+, donc vraiment à la frontière entre le investment grade. Des entreprises que vous connaissez, les surgelés Picard par exemple, je pense que droit de douane ou pas de droit de douane, c'est surtout présent en France, donc ça va pas être tellement touché. A priori, on va tous continuer à faire 2 à 3 repas par jour. Vodafone en Espagne aussi, je pense que pareil, les gens vont payer leurs abonnements au portable et chaque mois. Unibail qui opère des centres commerciaux partout dans le monde, des gens sont revenus après le Covid, ça fonctionne assez bien. On a aussi eu des entreprises comme Rocket qu'on apprécie, c'est de la chimie, entreprise familiale française avec des perpétuels à plus de 5% de rendement. C'est pas dans le top 10, mais La Poste, contrôlée par l'État français, a fait une dette perpétuelle, plus de 5% de rendement, notation W+. Donc voilà, c'est beaucoup de choses, d'entreprises que vous connaissez. Renault, on l'a vu là, l'Oxam qui tous les jours loue du matériel pour les travaux, les infrastructures, etc. Donc c'est des grandes entreprises qui ont pignon sur rue, qui sont pas trop exposées
à la partie américaine. Aujourd'hui, c'est important. Les rares qui le sont, c'est le secteur automobile, mais il ne représente que 6,5% du fonds, alors que c'était 13 dans le fonds précédent 2026. Donc, on fait plus attention. Et donc, on pense qu'elles vont vraiment apporter un portage récurrent et un rendement tout à fait attractif. Parfait. Merci pour cette synthèse, Stanislas. Et puis, on va finir par Vincent. Avant de passer à la partie questions, n'hésitez pas, hein, pour rappel, vous avez le chat pour poser vos questions si besoin. Et avant, on va un petit zoom sur Carmignac Crédit 2031. Oui, alors je vais pas être très original. Oui, en effet, Carmignac Crédit 2031, on en a déjà un peu parlé. Donc, qu'on a lancé donc en février, donc c'est tout récent. Et qui sera géré globalement de la même manière que les millésimes précédents qu'on a évoqués et qui ont fait justement leur preuve, hein, parce qu'ils ont tous surpassé leur objectif initial de performance, qu'on avait initié initialement. Voilà. Donc dans les grandes lignes, le portefeuille est construit de la manière suivante. Alors tout d'abord, donc juste pour voilà, pour vous situer comment on les gère, c'est entre guillemets un pure player sur les marchés de crédit. Donc c'est-à-dire on n'utilise pas de dérivés, hein, pas de dérivés sur le crédit, pas de crédit default swap, etc. Pas de gestion de la duration non plus. C'est vraiment un portefeuille de portage. C'est-à-dire qu'on achète les obligations et puis on les laisse courir jusqu'à leur maturité. Et le fonds est bien sûr, alors on peut acheter des obligations non libellées en euros, hein, mais le fonds est bien sûr couvert contre le risque de change. Le fonds a aussi la particularité d'avoir accès à l'ensemble de l'univers du crédit, donc c'est-à-dire qu'on peut faire du développé, émergent, obligations à haut rendement bien entendu, dette subordonnée bancaire, ce qui permet, on va dire, finalement de nous construire un portefeuille diversifié, hein, en allant chercher vraiment les meilleurs couples rendement-risque du marché, tout en limitant les risques, bien sûr. Parce que même si on a la possibilité d'aller sur justement les obligations les moins bien notées, hein, qu'on appelle haut rendement, à hauteur de 50%, la notation moyenne du portefeuille doit être donc investment grade, donc avoir une notation supérieure à triple B-, qui est le cas aujourd'hui. Donc je crois que le fonds est à triple B-. Et donc l'idée aussi, c'est d'avoir un portefeuille bien diversifié, hein. On a à peu près 150 lignes aujourd'hui afin d'éviter, on va dire, ça arrive, hein, des accidents. Et on va dire, cette construction à travers donc le spectre des notations, hein, qu'on vient d'évoquer et des secteurs nous permet aujourd'hui d'afficher un rendement brut attractif, hein, autour de 6%, couvert du risque de change, hein, brut, mais couvert du risque de change. Et pour le mettre en perspective, on va dire c'est 3,5% de plus ce qu'on peut trouver sur les marchés monétaires aujourd'hui. Donc pour résumer, c'est une solution qui permet de verrouiller un rendement attractif, donc 6%, jusqu'à l'échéance donc 2031, avec un risque limité. Donc ça peut vous donner de la visibilité, on va dire, dans un contexte économique qui manque justement un peu de visibilité. Voilà. Parfait, merci Vincent pour ces éléments. On va passer du coup, parce qu'on dépassait un petit peu le timing, mais c'était très intéressant, donc merci à vous trois, en tout cas pour tous ces éléments. On avait reçu quelques petites questions en amont, n'hésitez pas encore une fois, hein, si vous en avez, vous avez le chat pour en poser. Peut-être deux questions entre guillemets que je vais regrouper dans la même question et peut-être plus pour Nolwenn, parce que ça va concerner plutôt la dette souveraine, où on entend beaucoup parler de la dette française, du budget, de la charge des intérêts, toutes ces choses-là. Il y a une certaine inquiétude aujourd'hui de la part de certains de nos clients sur la dette française. Et on a un petit peu la même question sur la dette américaine. Que penser je simplifie, je regroupe les deux questions, hein, que penser de la dette des États, jusqu'où on peut aller? C'est un sujet qui est très vaste, mais si on peut avoir un petit point de vue de DNCA sur ce sujet, Nolwenn. Oui, donc c'est vrai qu'on a évoqué les déficits publics et c'est quelque chose d'important. Alors, c'est pas que français, dans le sens où l'ensemble des pays ont augmenté massivement leur déficit budgétaire. Et sans doute les États-Unis plus que les autres d'ailleurs. Mais les États-Unis, c'est quand même un cas un peu à part, c'est qu'ils ont le dollar. Donc c'est différent aussi pour financer ça. Quoique le contexte fait que il faut pas non plus que Donald Trump oublie que cette dette en dollars, elle est détenue notamment par les étrangers et que voilà, c'est quand même nous qui finançons aussi en partie son économie.
Donc, c'est le problème du déficit budgétaire, c'est peut-être ce qui explique aussi ce que fait Trump aujourd'hui, parce que ces tarifs douaniers, c'est pas justement pour Make America Great Again, c'est aussi parce qu'il a besoin de financer son programme, c'est-à-dire d'avoir des rentrées fiscales pour pouvoir mettre en place les réductions d'impôts qu'il a promis. Donc, tout ça, c'est un petit peu lié, etc. Et c'est aussi pour ça qu'il demande à Powell de baisser les taux d'intérêt de façon à alléger le poids de cette dette. Donc, c'est quand même un problème qui est vraiment important aujourd'hui. Maintenant, si on regarde l'Europe, c'est vrai que la France a une charge de la dette un déficit public pardon qui est important. Et le deuxième élément, c'est que les taux ayant augmenté par rapport à ce qu'on a connu, la longue période de taux bas qu'on avait connue avant 2022, bah, la charge d'intérêt, elle est beaucoup plus lourde aujourd'hui. Donc cette charge d'intérêt, elle va venir augmenter un petit peu le déficit public façon boule de neige. Donc il faut bien l'avoir en tête. Et pourquoi est-ce que l'Allemagne s'est permis d'annoncer un programme de relance et que les autres pays l'ont pas fait derrière? Parce que l'Allemagne, c'est qu'elle reste quand même à aujourd'hui un meilleur élève et que la France ou l'Italie, on n'a pas la même possibilité d'envisager la relance aujourd'hui. Mais bon, ce sont des choses qui vont quand même évoluer parce que je pense que ce programme de relance pour mettre en place une défense européenne, c'est difficile de le contredire aujourd'hui. Donc je pense que les choses vont faire aussi qu'on va s'autoriser davantage de dettes, mais c'est vrai que le déficit budgétaire reste élevé et c'est pour ça qu'on pense que les taux longs vont rester élevés également et qu'on a le phénomène de pontification qu'on a décrit tout à l'heure. Bien, merci Nolwenn. Deux questions pour Vincent. La première, c'est pourquoi Carmignac 25 a été transformé en Carmignac 2031? Et la deuxième question pour vous, je pense, parce qu'on en a un petit peu dans les fonds, c'est un avis rapide sur la dette subordonnée financière. En quelques mots, Alors, Vincent. oui, non, alors pourquoi 25 a été transformé en 31? Donc c'est ça, sa première question. Non, en fait, l'idée, c'est que on a, en fait, de se dire, c'est vrai que les fonds à maturité, quand on les lance, donc on les lance donc comment dire, à un niveau de marché en quelque sorte, donc avec un rendement, enfin, ce qu'il est, quoi. Bon, là, aujourd'hui, il est particulièrement attractif. Mais c'est vrai que sur les dernières années, et c'est ce qu'on a estimé, on va dire. On a, pour la bonne gestion, on va dire, du fonds à maturité, on a tendance à le dérisquer, en fait, progressivement. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est un processus qu'on fait un an et demi avant. Et c'est vrai que derrière, le fonds a tendance à se comporter un petit peu comme peut-être un fonds monétaire, un petit peu plus avec du crédit un peu court terme. Donc c'est vrai que le rendement devient moins intéressant, d'autant plus que le 25 avait surpassé, on va dire, avait surpassé comment dire, son objectif initial. Donc on s'est dit que c'était peut-être le bon moment de rappeler le portefeuille qui avait un rendement qui était pas ultra attractif pour justement en reconstruire un nouveau avec justement pour bénéficier en effet des primes qu'on voit sur le marché. Donc c'est vraiment voilà ce qui nous a vraiment amené à faire ça. Et c'est vrai que je pense que c'est des, comment dire, c'est des choses qu'on fera certainement avec les autres millésimes, c'est-à-dire potentiellement les rappeler un peu avant la date de maturité. Mais ça, encore une fois, ça dépendra des conditions de marché. Hein, ça, en effet. Et l'idée aussi, c'est pas et on anticipe un petit peu de ne pas se retrouver à rappeler le fond dans un marché qui est particulièrement délicat aussi. Ce Sachant que côté un pour peu ceux, de protection. Sachant Ouais, que pour ceux qui sont qui sont passés du 25 au 31 et qui n'ont pas un horizon si lointain, ils ont la possibilité de sortir bien du sûr, fonds tout et à sur lequel fait, il n'y a pas de bien sûr. pénalité aujourd'hui. Donc ça reste effectivement aussi une possibilité d'arbitrage si jamais l'horizon n'est pas adapté à celle du client. Tout à fait, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. On a eu des sorties, voilà. Enfin, de toute façon, on avait prévu ce scénario-là. Hein, il n'y a pas de, Ils voilà, sont anticipés. exactement, tout à fait. Sur la dette Euh, subordonnée, oui, alors c'est vrai qu'on a, non, c'est une bonne question parce que c'est vrai que chez Carmignac, en tout cas, et c'est vrai que sur nos fonds à maturité, on fait quand même la part belle, enfin sur la dette financière, enfin. Mais c'est vrai que pour nous, en fait, la dette financière, enfin les bancaires et même les assurances ou même les services financiers, on va dire, ah, on, Vincent. on a par perdu exemple, le enfin son bon, de Vincent. Ah, Vincent, on ah vous a c'est bon. perdu les 10 dernières secondes. Ah voilà. Non, je disais que c'était un exemple frappant de la dispersion qu'on peut voir, on va dire, sur les marchés du crédit. C'est vrai que les bancaires, enfin, moi, je vais pas refaire l'histoire, mais c'est vrai que depuis la crise de 2008, les acteurs, en fait, financiers ont subi des contraintes réglementaires, enfin, ultra exigeantes, les contraignant à augmenter vraiment leurs fonds propres. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est quand même
enfin, un secteur qui est très très bien capitalisé. Voilà. Et c'est vrai que pendant 10 ans de taux bas, c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'elles ont eu des difficultés à dégager des rentabilités importantes et les valorisations boursières en fait ont été à la peine. Mais cette situation, on va dire, c'est une situation qui n'est pas forcément favorable pour des actionnaires, mais qui est finalement favorable aux créditeurs. Donc, ce qu'on voit nous sur le marché, et notamment sur les subordonnés, parce que c'est vrai que sur les seniors, il n'y a pas forcément énormément de valeur, mais dès qu'on descend un petit peu dans la structure de capital, à notation équivalente, ce qu'on voit, on voit une prime, notamment, on voit une prime. Alors voilà, et après derrière, on peut descendre, prendre des banques plutôt dans les pays, on va dire non cœur, périphériques, et ainsi de suite. Et là, on trouvera encore un peu plus de primes. Voilà, c'est comme ça qu'on qu'on voit un peu les choses et on voit, voilà. Donc il y a une partie fondamentale qui est très très rassurante et valorisation aussi qui est plutôt attractive. Ok, très clair. Eh ben, merci Vincent pour ça. Puis, une dernière question pour, comme ça on va respecter le timing de l'heure qu'on avait évoqué au tout début, qui sera plus pour Stanislas, puisque de mémoire dans les présentations il y a quelques éléments chiffrés là-dessus. Stanislas, vous avez évoqué tout à l'heure une concentration, on va dire, d'investissement sur des sociétés notées triple B, double B. On se rend pas contre, enfin on se rend pardon, on se rend pas compte parfois du risque pris en allant chercher des entreprises un peu moins bien notées, simple B, triple C. Est-ce qu'on, est-ce qu'on, parce qu'on veut, on veut plus de risques, on veut plus de rendement, hein, pour nos clients nous disent, moi je vais aller chercher un peu plus de rendement que le 5-6 qui est évoqué. On peut voir, ouais, 1-2% de plus sur certains fonds, mais avec un risque finalement embarqué qui est beaucoup plus fort. Est-ce que vous avez quelques chiffres en tête sur la notation et le taux de défaut notamment? Alors, en fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est les taux de défaut cumulatifs qui arrivent dans le temps. Il y a pas mal d'études empiriques dessus, mais juste pour remettre, en fait, la logique, c'est que plus vous prenez de risques, moins votre note est bonne. Évidemment, quand on investit, on regarde l'entreprise, le rating, c'est plus pouvoir comparer et échanger, mais c'est pas ça le point. Historiquement, on a pu avoir, notamment sur les triple C, des années avec 8-10% de défauts qui ont pu arriver. Mais c'est pas le rythme normal. Les années récentes, les taux de défaut de manière générale sont plus bas. Mais je ferai une remarque plus générale. Je dirais que c'est un fonds à 7 de rendement et pas mieux ou moins bien qu'un fonds à 5. C'est juste différent. Ce qu'il faut, c'est savoir si pour aller chercher un tel rendement, on prend 4 fois plus de risques. En fait, l'unité de risque qu'on va rajouter, est-ce qu'elle est bien rémunérée ou pas? Nous, souvent, on se positionne dans un risque un petit peu intermédiaire. On ne fait pas de triple C. On a un mix d'investment grade et d'yield et on cherche à être un petit peu toujours à l'asymptote. J'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose chez Carmignac, des deux. Et donc, il faut faire très attention. Le but, c'est pas d'avoir le meilleur rendement, c'est d'avoir la meilleure performance sur la durée de vie du produit. Et ça, je pense que au début, il y a 3 ans, il y avait un peu ce débat. Même nous, à nos forces commerciales, on disait mais le fonds d'un tel, il est un point au-dessus. Alors oui, mais on disait bah, c'est pas pareil, il mélange des différentes choses. Il y a plusieurs. Et à la fin, la vraie preuve, c'est de regarder ce qu'ont fait les produits historiquement. À la fois notre premier fonds de 2026, le deuxième de 2030, et nos TRA qui sont là pour montrer qu'on essaye d'avoir vraiment la meilleure performance possible pour chaque unité de risque. Parce que les ratings, c'est une chose, mais le secteur compte aussi. Les agences de rating sont toujours en retard. Parfois, vous avez regardé l'année dernière, hein, les pépins, on les a eu. Alors, c'est que des boîtes françaises qui commencent par A, mais c'était Atos, Auchan, Altis. Bon, Altis était en yield, mais les deux autres ne l'étaient pas initialement. On n'avait aucune des trois. Donc, en fait, les problèmes peuvent arriver partout. Et parfois, vous avez aussi des sociétés single B comme Picard qui le sont depuis 15 ans, qui sont en fait des suites de LBO, qui remboursent très bien à chaque fois, qui se refinancent, qui vivent juste avec un niveau de dette élevé parce qu'elles sont sous LBO, c'est leur modèle économique. Mais ce sont d'excellents investissements obligataires qui vous payent dans le temps. Donc, c'est là où j'ai une vraie valeur ajoutée, c'est là où c'est pas reproductible par un ETF, mais c'est aussi, et c'est pour ça qu'on est là ce soir avec vous, hein, c'est parce qu'on essaye d'expliquer le mieux possible ce qu'on fait pour que les gens comprennent bien et qu'ils sachent ce qu'ils ont acheté et qu'ils puissent bien comparer les produits entre eux. Et un taux de rendement, bah, ça n'est qu'une information parmi d'autres. Il faut se prendre dedans, regarder la composition. C'est très bien qu'il y ait des questions sur les valeurs bancaires ce soir aussi. Ça montre que voilà, on commence à bien comprendre la composition et la différenciation à l'intérieur des produits. Bah, nickel. Stanislas, c'était un beau mot de la fin, je pense. Merci encore à vous trois pour la participation à cette table ronde qui est
bien tombé en termes de timing dans un contexte effectivement compliqué. L'obligataire est une brique importante dans les allocations aujourd'hui. Ça nous permet vraiment de jouer un rôle amortisseur dans le contexte que l'on vit actuellement de forte volatilité, notamment sur les marchés actions. Donc voilà, on continue à, nous de notre côté, bienprévoir.fr, Prime Alliance, à pousser cette classe d'actifs. On a 3 acteurs reconnus sur le marché et spécialistes de cette classe d'actifs qui vous ont présenté donc en détail cette classe d'actifs. On espère que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair. Et puis en attendant, on reste avec Corentin qui était avec moi tout à l'heure et moi-même à votre disposition avec le mail notamment allocation@bienprévoir.fr. Vous pouvez également passer par l'intermédiaire de vos conseillers habituels pour toute question et on y répondra avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a des sujets qui restent en suspens. Et en attendant, je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt. Et merci encore à vous trois. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, bonsoir à tous.